journée à toutes et à tous et bienvenue, on y va pour notre sommaire. Peut-on honnêtement s'empêcher de réussir dans la vie? Eh bien, selon les spécialistes, oui. Comment? C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. De nombreux spécialistes s'accordent à dire que de nos jours, les parents sont dans une sorte d'opération séduction vis-à-vis de leurs enfants et se retrouvent à dire oui à tout. Mais saviez-vous que dire non est bien plus constructif? Les détails ce matin. Ensuite, on a testé pour vous. L'acupuncture a fait ses preuves dans de nombreux domaines. Mais est-ce que les petites aiguilles font mal? Eh bien, nous aurons la réponse dans notre émission. Changement de saison rime souvent avec chute de cheveux. Faut-il la traiter ou faut-il laisser la nature faire son travail? Eh bien, on vous dira tout cela en détail ce matin dans On se dit tout sur Média TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci à vous pour votre confiance, merci pour votre fidélité à On se dit tout sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver et je suis très heureuse ce matin d'accueillir, de recevoir une équipe de femmes pour vous accompagner pendant cette heure d'émission. Madame Zaïm, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci à Et vous. pour vous, dire non à ses enfants, c'est très important. Et c'est ce que nous allons voir avec vous, avec le sourire en plus. Toujours. Dire non avec le sourire. Ouais. Image Bilo, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir. S'empêcher, s'interdire de réussir, vous dites que beaucoup de personnes sont dans ce process, dans cette dynamique. On peut inverser la donne, on espère, et surtout comprendre comment on peut s'empêcher soi-même de réussir alors que normalement on a envie du meilleur pour soi. Eh bien, on va essayer de comprendre avec vous ça dans un petit moment. Leïla Ben Ammar, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. La chute de cheveux, et en particulier pendant cette saison, est très importante. Maintenant, comment on soigne cette chute de cheveux? Est-ce que les techniques à la mode sont forcément celles qu'il faut choisir pour pallier à cette chute de cheveux saisonnière? Eh bien, les détails avec vous. Sinon, mesdames, l'acupuncture, vous connaissez? Vous avez déjà testé? Oui. Non. Moi, j'ai déjà testé. Leïla, oui. Les aiguilles font mal? Un tout petit peu, mais je pense que le soulagement qu'on ressent après une séance d'acupuncture font vite oublier le petit malaise initial. Du début. En Oui. tout cas, Atman de l'équipe de la rédaction d'On se dit tout va tester pour nous une séance d'acupuncture et va nous raconter en détail son ressenti par rapport à cela, si les aiguilles lui ont fait mal ou pas, parce qu'on a vraiment tous envie de savoir. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On y va pour notre émission. On commence par le développement personnel. Alors, est-ce que je peux m'interdire de réussir? On en parle avec vous, Iman Jbilo, consultante, coach et fondatrice de l'Espace Intrinsèque. Avant de voir ce que vous en pensez, l'autosabotage, comment peut-on le définir? On regarde tout de suite. Un dialogue intérieur négatif, un sentiment de frustration, une situation problématique. Nous avons tous parfois le sentiment que tout est contre nous, que nous n'y arrivons pas et que nous perdons de vue notre objectif. C'est à ce moment-là qu'un mécanisme très simple se produit. Celui de l'abandon. Consciemment ou inconsciemment, nous créons des obstacles que nous considérons comme insurmontables. C'est ce qu'on appelle l'autosabotage. Si proche du but, nous décidons de tout lâcher, de tout perdre et de ne pas recommencer. Les aspects négatifs de la situation prennent le dessus et l'échec nous envahit. Nous perdons le contrôle des responsabilités, de nos réactions et parfois de nos vies. L'autosabotage n'est pas une fatalité. Il existe des solutions pour fuir ce scénario d'autodestruction, pour pouvoir identifier la racine du problème et enrayer ce phénomène au travail comme dans sa vie personnelle. Mais apparemment, ça existe vraiment, Iman Jbilo. Alors oui, ça existe. Déjà, la définition que vous avez préparée pour l'émission est très intéressante dans le sens où elle parle d'un côté conscient et d'un autre inconscient. Ça, il faudrait déjà qu'on le souligne en gras, hein, parce que le processus dans sa globalité est entre le conscient et l'inconscient. Il y a une partie qui est inconsciente, qui va nous renvoyer aux origines de l'autosabotage, pourquoi est-ce qu'il se manifeste, et un autre côté, c'est-à-dire conscient, qui va nous renvoyer à la petite voix que nous entendons en nous quand on est si près, comme on a dit au niveau de cette capsule. Cette petite voix qui va nous parler, quand on est tout près du but, et qu'elle va juste tout faire pour qu'on abandonne et qu'on lâche.
Donc là, on a vraiment un processus entre le conscient et l'inconscient. Alors, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Ça existe peut-être même autour de la table. On va pouvoir voir que même nous, même avec un travail sur soi, même avec des thérapies peut-être, on va se retrouver souvent rattrapé par nos démons et on va prêter l'oreille à cette petite voix, cette voix négative, qui va venir nous dire non, tu n'y arriveras pas, ou c'est pas la peine de continuer, tu n'es pas assez légitime, ou enfin les argumentaires sont divers et bien fondés, bien construits. Alors, est-ce qu'à chaque fois qu'on entend quelque chose que notre petite voix intérieure nous dit ça, c'est de l'autosabotage? Est-ce que l'intérieur est supposé nous amener vers l'avant? Quand on entend « tu n'es pas crédible, tu ne vas pas y arriver, laisse tomber, tu es mieux maintenant, pourquoi aller vers autre chose ?» Est-ce que c'est forcément de l'autosabotage? Alors, je vais vous dire, l'autosabotage repose d'abord sur des croyances, d'accord, les croyances internes. Alors, on a souvent tendance à associer le mot « croyance » par le mot « limitante ». Ce n'est pas toujours le cas, pardon. Alors, les croyances peuvent être des ressources, des croyances ressources, des croyances limitantes ou des croyances neutres. C'est-à-dire les croyances ressources sont positives, elles vont nous encourager plutôt, elles vont nous pousser à aller de l'avant. Par contre, les croyances limitantes, c'est ce qu'on appelle l'autosabotage, c'est-à-dire qu'elles viennent nous renvoyer à nos limites, à nos barrières, qui sont dans la plupart des cas des barrières fantasmées, des barrières qu'on se construit nous-mêmes, en donnant raison à des discours qu'on a entendus dans le passé ou des scénarios qu'on a vécus dans le passé qui ont mené à des échecs. Donc voilà, l'autosabotage, c'est pas, je veux dire, la petite voix n'est pas forcément une voix négative ou n'est pas forcément de l'autosabotage. Et d'ailleurs, excuse-moi, oui, même quand c'est de l'autosabotage, je veux dire, ce n'est pas forcément un processus malveillant. Je veux dire, la petite voix, il faut savoir, et ça, d'ailleurs pour la traiter, par la suite on va peut-être en parler, mais pour la traiter, il faudrait savoir que cette voix part d'un principe bienveillant, c'est-à-dire que c'est protecteur. Je veux dire, quand cette petite voix nous parle, elle essaye de nous protéger, elle essaye de faire en sorte à ce qu'on ne se casse pas la gueule. Il faut pas l'écouter. Il faut l'observer et voir d'où est-ce qu'elle vient, ce qu'elle cache derrière. Parce que ce qui est important, c'est pas ce qu'elle dit, cette voix. Parce que vous savez, cette voix, on l'entend, enfin on en parle, ça fait un peu pathologie. Oui, absolument, on parle d'une voix qui nous parle, mais c'est vrai, hein. Et des fois, elle prend des aspects complètement différents. Ça pourrait être la voix d'un parent, ça pourrait être un discours qu'on entend et qu'on réécoute en continu. C'est-à-dire mon papa, par exemple. Pour que ce soit plus palpable. Alors, si ma mère, par exemple, me disait toi, tu te précipites toujours sur les choses, ou tu fais tout très vite. Donc, je vais, dans ma tête, ça a tellement été répété que c'est ancré dans mon esprit, et du coup, je vais y croire. Et je vais continuer à l'écouter. C'est la voix de ma mère que je vais réécouter en continu. Ça peut être ma voix d'ado. Mais pardon, alors, par rapport à cet exemple-là, oui. À quel moment ça va devenir de l'autosabotage? Dans quel contexte je peux m'auto-saboter parce que cette voix me revient de moi, je fais toujours les choses très vite? Par rapport à une prise de décision, par exemple? Par rapport à une prise de décision. Alors voilà, par exemple, il y a une opportunité qui s'offre professionnellement. Par exemple, alors je suis salarié dans une entreprise et on me propose un poste dans une autre direction qui va changer complètement c'est-à-dire l'utilisation de mes compétences. Je vais avoir à utiliser d'autres compétences, faire mes preuves de nouveau. Alors quand je vais être face à cette opportunité, je vais avoir peut-être la voix de ma maman ou de mon papa ou qu'importe, qui va venir me dire « Écoute, toi, tu prends toujours des décisions rapidement ou tu es toujours dans un processus hâtif. » Donc, et c'est une opportunité qui va se présenter pendant 24 heures. C'est-à-dire il y a d'autres personnes qui attendent et qui vont peut-être sauter sur l'opportunité. Donc, je vais dire « Non, je ne vais pas leur donner raison parce que si je prends cette décision après, il va falloir que j'assume la responsabilité. » Ce qui n'est pas toujours très aisé pour les personnes. C'est-à-dire les gens ont tendance à vouloir partager la responsabilité avec les autres. C'est-à-dire ils vont aller chercher l'appui de quelqu'un d'autre ou aller chercher l'avis de quelqu'un d'autre pour qu'après, si ça tourne mal, on puisse dire à l'autre, tu vois, tu m'as encouragé. Voilà. Donc voilà, c'est à ce moment-là, quand moi je décide, je dis, écoute, on m'a souvent dit que je prenais les décisions vite, je ne vais pas le faire cette fois. Comme ça, au moins, personne ne me dira tu vois, tu as pris ta décision trop vite. Ok, mais dans tout ça, comment savoir si je m'auto-sabote? Alors, il y a des signes qui indiquent que nous sommes dans un processus d'auto-sabotage. D'abord, il y a un dialogue interne négatif, on l'entend.
C'est-à-dire qu'on est en train de discuter en fait avec soi en se disant oui mais tu ne réussiras pas, attention, regarde, vigilance, d'accord? Ça c'est la première chose. Dès qu'on a face à nous, dès qu'on entend en nous ce dialogue qui se fait négativement, ça veut dire qu'il y a déjà un signe parmi plusieurs autres qui nous renvoie vers l'autosabotage. La deuxième chose, c'est qu'on a des sentiments qui se manifestent, des émotions et des sentiments. Les émotions en présence, c'est d'abord, parce qu'il faut savoir que l'autosabotage va reposer sur la peur, c'est-à-dire qu'il va se construire sur la peur. Donc dès qu'on a peur, qu'on ressent de la frustration, là, on peut croire et on peut commencer à voir s'il n'y a pas un processus d'autosabotage qui s'est enclenché. Et la troisième chose, c'est l'aspect répétitif de la chose. Si on est dans un processus de scénario d'échec. Donc on a quelque chose qui arrive souvent, où par exemple vous avez des... Là, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, il y a des personnes qui disent souvent moi je ne suis pas chanceuse, ou moi je suis poissarde, je porte la poisse. Alors ces gens-là, c'est un processus d'autosabotage, c'est-à-dire qu'ils ont tout le temps en tête cette croyance qui va venir les enfermer dans une cage qu'ils ont montée eux-mêmes. Et ils vont se dire, moi, je n'ai pas de chance, donc il ne faut pas que je m'aventure dans des choses ou que je prenne des risques énormes, parce que de toutes les façons, la chance alors ce qui peut perturber les gens, c'est, quand vous dites, dans des cages que les personnes ont montées elles-mêmes. Oui. C'est-à-dire, comment on peut mettre en place autant de barrières au bonheur? C'est tout un sujet, mais... Oui, alors, brièvement. Brièvement, c'est ça. On va se construire, en fait, des barrières parce que quelque part, on s'est évertué à construire une zone de confort. D'accord? Alors, une zone de confort où on a nos repères, où on va connaître tous les coins et recoins. C'est-à-dire, je sais même les choses qui ne nous plaisent pas, mais on les connaît. C'est ça. Donc, on n'a pas peur parce qu'on sait quelle est la limite, même on sait quelle est la conséquence ultime, la conséquence extrême. Maintenant, l'inconnu fait encore plus peur que le mal qu'on connaît. D'accord? Alors, quand on va avoir de nouveaux défis ou de nouvelles expériences qui se présentent, eh ben, on va venir s'accrocher à ces croyances, à tout ce qui nous a entourés dans notre vie, de par l'éducation, de par les références qu'on a construites au fur et à mesure des expériences vécues. Et on va construire avec ces éléments, c'est comme des briques, hein, avec lesquelles nous allons construire une cage dans laquelle nous sommes au moins en confort et on n'a pas peur de l'inconnu. On sait qu'il n'y a rien ou presque rien qui puisse surgir sans qu'on y soit préparé. Donc c'est ça. Hein. En tout cas, j'espère que les téléspectateurs ont des éléments de réflexion par rapport à eux-mêmes. On ne peut pas apporter bien sûr de solutions toutes faites à chaque fois. Mais voilà, l'idée c'est d'amener des sujets comme ça et de les laisser dans un petit coin de votre tête et d'y réfléchir à l'occasion peut-être. Justement, deux personnes qui ont échangé avec nous par rapport à ce sujet. On a une première question, celle de Naïma. 34 ans, elle nous dit « J'étais arrivée à un poste à responsabilité dans mon premier emploi. J'ai changé de job sans réelle raison. Après coup, je pense que j'ai fui inconsciemment. Est-ce un processus d'auto-sabotage ?» Ça pourrait l'être, oui. Alors, cette dame parle encore une fois d'une opportunité qui s'est offerte à elle et à la dernière minute, elle s'est retirée. Donc, elle s'est elle-même interdit le bonheur ou interdite d'atteindre cet objectif qu'elle s'était fixé peut-être au départ de carrière ou d'évolution. Alors oui, c'est de l'auto-sabotage parce que nous allons avoir... je veux dire, dans ce cas-là, des gens qui vont voir dans leur environnement direct des sources de peur. D'accord? Elle va identifier des sources de peur. C'est quoi? C'est que je ne vais pas assurer. Et du coup, ça va remettre en cause tout ce que j'ai pu prouver par ailleurs ou avant. Donc, c'est un processus d'auto-sabotage. Pure et dure. Hein. Elle est vraiment dans le... Elle nous donne un exemple parlant de l'autosabotage. Maintenant, est-ce que ça c'est ce qui nous manque en fait par rapport à la question? L'élément qui nous manque, c'est est-ce que ça s'est fait une seule fois dans sa vie ou est-ce qu'elle a l'habitude de laisser tomber? Vous savez, les trois éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, le troisième élément, c'est de voir est-ce que ça s'inscrit dans un processus de scénario d'échec. C'est ça. Donc, est-ce que c'est répétitif? C'est là où on pourra savoir réellement si c'est de l'autosabotage. Alors, l'autre question, Imen, 26 ans. J'ai toujours une poussée de fièvre au point que je suis clouée au lit à chaque entretien d'embauche. Pensez-vous que je m'auto-sabote?
Alors, écoutez, là, ça me rappelle un exemple qu'on donne souvent quand on parle d'auto-sabotage. C'est quand la personne nous dit vous savez, moi, je suis nulle. Ou bien, moi, j'arrive jamais à rien faire. C'est une croyance. Si elle, Imen, si elle se dit au fond d'elle, moi de toutes les façons, à chaque fois que j'aurai quelque chose d'important à vivre, je vais avoir un bouton de fièvre ou une maladie ou un rhume ou quoi que ce soit d'autre, eh bien oui, elle va l'avoir. Parce qu'elle va tout faire pour l'avoir. Elle va se mettre en condition. Donc oui, c'est encore une fois un processus. Alors, est-ce qu'en une minute, on peut dire aux gens comment inverser la donne ou c'est utopique? C'est possible dans le sens où nous allons pouvoir juste dire à ces personnes qui vivent ça, qui ont, je veux dire, découvert qu'ils subissent ce processus, d'observer ce processus, c'est-à-dire juste être dans la conscience de la chose. Quand ils voient ou quand ils entendent plutôt cette voix qui leur parle de manière négative, qui les empêche de faire le pas en avant, alors il faudrait qu'ils soient juste à l'écoute et qu'ils soient à l'écoute avec amour de cette voix, qui n'essaye surtout pas de la combattre. Alors vous allez souvent avoir des personnes, même dans l'accompagnement, qui vont vous dire vous allez combattre cet auto-sabotage. Ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas ce qu'il faut faire, parce que cette voix, elle est en nous. Ce n'est pas nous. Alors cette voix d'auto-sabotage, ce n'est pas moi. Elle est en moi, pardon, elle est en moi, mais elle n'est pas moi. Donc je vais la traiter comme un être bienveillant en lui donnant un petit nom. Ça peut être rigolo. Moi, j'ai un petit nom pour ma petite voix. Ça fait un peu peur quand même. C'est un peu schizophrène, non? Je sais pas. Tout de suite, les grands mots. Alors, oui, vous pouvez le prendre comme ça. Mais je vais vous dire, franchement, c'est un dialogue interne. Et tout à fait bienveillant. Moi, j'ai un petit nom pour ma petite voix. C'est Jiminy Cricket. Et Jiminy Cricket, pour ceux qui connaissent Pinocchio, ils savent que ce n'est pas quelqu'un qui lui veut du mal. C'est sa conscience qui est là à essayer de l'orienter tant bien que mal. Mais des fois, en utilisant la mauvaise manière. Donc voilà, c'est exactement ça, la petite voix. La petite voix est là. Ce qu'elle a en elle, c'est-à-dire son intention est bonne, mais la manière qu'elle utilise pour nous transmettre cette intention n'est pas du tout appropriée. Donc on lui parle comme si on parlait à un enfant, en fait. On la gère comme si on gérait un enfant. Pas un enfant, mais on lui dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que tu veux, vers quel... Alors, je vais vous dire, pour résumer. Je compare souvent la petite voix à un passager clandestin. Vous savez, les passagers clandestins, quand il s'agit d'immigration, ils vont aller se nicher dans des petits coins dans les voitures. Vous savez, on voit plein de vidéos et d'images qui vont aller se cacher dans des endroits improbables. Alors, c'est pareil. Il va aller se cacher, en fait. Cette petite voix, elle va aller se cacher dans les zones que nous n'avons pas traitées en nous. Donc, quelque part, elle nous rend service. Elle nous renvoie directement à ce côté de nous que nous n'avons pas visité et qui pose encore problème. En tout cas, il faudrait qu'on consacre une émission à la voix, à notre voix, nous. Chacun sa voix. Voilà. Vous êtes d'accord, Imen? Oui. Parfait. Oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir un petit peu dédramatisé cette histoire d'autosabotage. En fait, on en avait parlé dans une émission précédente. Vous aviez évoqué ce point. On s'était donné rendez-vous. Ben là, on se redonne rendez-vous pour la voix. Absolument. Rapidement, mais vraiment en 30 secondes, mesdames, Leïla, je vous voyais très attentive par rapport à tout ça. Ça vous parle? Énormément. Votre voix vous parlait en même temps? Oui, elle m'a longtemps parlé, je l'ai longtemps écoutée. Maintenant, j'essaye de l'écouter effectivement avec bienveillance, mais de ne pas faire systématiquement ce qu'elle me demande de faire. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans mon processus. Je sens que je mûris et que je résiste un peu plus et que j'avance un peu mieux quand je ne l'écoute pas systématiquement. Voilà. Madame, je vous pose la question. Oui. Votre voix, vous l'avez, vous l'entendez, vous la captez? Toujours, oui. toujours, oui. Mais comme vous l'entendez, mais est-ce que vous l'écoutez? Je l'écoute. Maintenant, j'ai appris à l'écouter avec bienveillance parce que je sais que derrière le message, il y a toujours une intention positive. Et comme a dit Iman, il faut aller chercher c'est quoi l'intention positive? Quel est le message sous-jacent de... Non, en fait, vous êtes vraiment rodé à ce sujet. C'est ce qu'on fait au quotidien. C'est ça, exactement. Même Leïla, dermato, vous n'êtes pas dans l'accompagnement, mais voilà, c'est-à-dire que... Ah si, nous sommes dans l'accompagnement en tant que médecin. Si on veut bien prendre le temps, pas dans l'accompagnement, dans le coaching, en fait. Quelque part, si, quelque part, si. Donc, je lis beaucoup sur le coaching, je lis des livres, j'essaie d'évoluer, de ne pas rester dans mon cocon de médecin uniquement, parce que je vois que je gère mieux mes patients et sur le plan médical et sur le plan psychologique quand moi-même j'évolue. Donc, c'est très intéressant.
Parfait, mesdames. Merci beaucoup. Allez, on continue l'émission ensemble, en équipe, justement. Et on va parler d'enfants tout de suite. Madame Zaïm, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes coach parental et formatrice pédagogique. Et en fait, on va être honnête avec les téléspectateurs. Vous l'avez proposé, ce sujet. Vous m'avez dit, Yasmine, il faut qu'on fasse un truc pour les parents parce que les parents disent trop oui à leurs enfants. Il faut que les parents apprennent à dire non à leurs enfants parce que le non est constructif. Oui. On va en parler justement dans un petit moment. Mais avant, on va essayer de voir si tout le monde pense la même chose que vous. On regarde. Oui, il est important de savoir dire non aux enfants, car si on dit tout le temps oui, on peut être parfois un peu dépassé et rater quelques petites choses dans leur éducation. Oui, je crois parce que ça existe le vitamine non. Ce qui nous manque exactement, le vitamine non. Il faut dire non de temps en temps parce que ça fait partie de l'éducation. Je ne sais pas dire non. En fait, pour ma fille, non. J'essaie tout le temps de satisfaire ses besoins. Ouais. Oui, souvent, je lui dis non parce que si on ne dit pas non, ça déborde partout. Puis elle croit que tout est permis. Donc, mais c'est à gérer. Le non, il faut le gérer. Il faut savoir comment réagir parce qu'un enfant, il fait souvent des caprices quand on lui dit non. Je ne sais pas dire non, tout simplement. En fait, j'ai une petite fille de 3 ans et demi que je salue. Non, en fait, c'est ma petite princesse. J'arrive vraiment pas à lui dire non. Ma femme compense un peu parce qu'elle elle est un peu plus dure que moi, donc peut-être je vais dire qu'on a trouvé un juste milieu, un petit équilibre. Mais pour ma part, j'arrive vraiment pas à dire non. Alors, Mariam, les papas ont du mal avec le non, surtout avec leur petite princesse. Un petit peu plus, mais au fait là, il y a eu plusieurs concepts mélangés. Il y a un papa qui a dit j'aime subvenir à ses besoins, mais on subvient aux besoins de notre enfant, même en disant non. Et encore plus, des fois, en disant non qu'en disant oui. Alors moi, pardon, j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi vous avez eu envie de traiter ce sujet? Qu'est-ce que vous avez observé en tant que coach parental, mais aussi en tant que directrice pédagogique, donc en même temps dans l'environnement de l'école avec les enfants? Qu'est-ce que vous avez pu observer qui vous a poussé à traiter ce sujet pour le grand public? Aujourd'hui, je rencontre de plus en plus de parents qui ont du mal à dire non. Donc on est OK, là on voit l'image par exemple des bonbons, sucreries et tout ça. Alors on dit oui à tout ce qui est dans notre conscient et inconscient pas bon pour nos enfants. On se retrouve à dire oui et à accepter des choses qu'on sait qui ne sont pas bonnes. Par exemple, tout ce qui est sucreries, bonbons, sucettes, tout ça, les tablettes, la télé, les écrans. Mais moi, le problème que ça me pose, c'est à quoi ça nous mène. Parce que si c'était oui de temps en temps, oui, c'est OK pour moi. Mais le fait de dire oui pour éviter uniquement les crises, comme a dit un papa, ou l'autre maman, elle a dit il faut assumer. Ben oui, il faut assumer. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les parents à tout le temps dire oui? C'est peur de la crise? Beaucoup de peur. Peur de perdre l'amour de leurs enfants? Je pense que beaucoup de peur et beaucoup d'inconnus. Je rencontre beaucoup de parents qui ne savent pas vraiment quoi faire avec l'enfant, comment faire avec l'enfant, ni de quoi a besoin réellement l'enfant pour être structuré. Un enfant a besoin d'un cadre, ça c'est prioritaire. Et nous, parents, on est obligés, c'est notre devoir de mettre le cadre à nos enfants. Un cadre, ça veut dire quoi? Parce que si les parents sont perturbés, perdus à ce point par rapport à cette histoire de oui-non, c'est que même cette notion de cadre, cette nouvelle génération de parents l'a perdue. Tout à fait. Au fait, quand on atterrit sur Terre, on vient, on est ouvert à tout. L'enfant, il n'a pas de cadre, il n'a pas de limite. Il vient, c'est une page blanche. Mais on ne peut pas le laisser avancer dans la vie comme ça, juste prendre ce qu'il a envie de prendre, aller de l'avant toujours. Oui, c'est bien d'avoir un élan, mais il faut encadrer ça. Et ça, c'est notre rôle de parents. C'est de dire, ça c'est permis, ça ce n'est pas permis. C'est, comme dirait un grand monsieur du coaching, c'est humaniser cet enfant. Lui donner ce côté humain, l'intégrer dans les règles de la société, les règles de la bienveillance, de la bienséance, de
tout ce qui se fait ou ne se fait pas. Mais au-delà de ça, quand on structure notre enfant dans un cadre, ça lui permet de grandir de manière équilibrée. Alors que quand on ne met aucune limite, ça nous donne des enfants qui vont dans tous les sens. Oui, vous avez raison. Mais ça reste très subjectif, cette histoire de nom et de cadre. Parce que ce qui peut être considéré comme tolérable, au contraire, bien pour l'enfant, n'est pas dans un environnement ou dans une famille, ne l'est pas forcément dans une autre famille. Il n'y a pas de consensus universel, presque. Par exemple, dire oui à un enfant dans une famille par rapport à une demande X peut correspondre à un interdit dans une autre famille. Exactement. C'est ce qui fait la diversité humaine aussi. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes règles. Mais les règles de base humaines, je ne vole pas, je ne tue pas, je n'agresse pas, je ne mens pas. Il y a certaines règles qui sont de base. Après, c'est vrai que moi, mon sens du non dans ce sujet-là, c'est pas aller vers ces basiques-là, mais c'est d'accompagner nos enfants au quotidien un peu vers la frustration, qu'ils apprennent à accepter le non, à accepter la frustration, à l'accueillir et à vivre avec, parce que la vie ne nous donne pas tout ce qu'on veut. On va toujours être confronté à des choses qui vont être frustrantes pour nous. Je vous donne un exemple. Alors, vous avez une maman, par exemple, qui récupère ses enfants à la sortie de l'école à 16h, et devant toutes les écoles, il y a le vendeur de sucreries. OK. Vous avez maman 1, maman 2. Maman 1, l'enfant sort de l'école, il demande un bonbon, elle lui dit non. Là, on va rentrer à la maison, tu vas prendre ton goûter. Et puis, les bonbons, c'est par exemple une fois par semaine, c'est le samedi ou le dimanche. Très bien. Maman 2, l'enfant arrive, maman, je veux un bonbon, très bien, elle lui achète. Et par exemple, quand vous, en tant que spécialiste, vous allez lui dire, mais tu ne peux pas dire oui tous les jours, parce que c'est le même scénario qui se répète chaque jour, elle va vous dire, mais vous savez, moi, c'est mon enfant, je ne l'ai pas vu de la journée. Ce matin, on s'est séparés très, très vite. Et puis, lui faire un petit plaisir en fin de journée ne me coûte rien, c'est rien du tout. Et ça me fait plaisir de lui faire plaisir. D'accord. On relie toujours le plaisir au matériel. Aujourd'hui, on fait plaisir à nos enfants pour gagner cet amour qu'on est supposé avoir avec de l'accompagnement, en passant du temps avec eux, en jouant avec eux, en parlant avec eux. Mais comment on peut convaincre cette maman de laisser tomber ça, l'histoire du bonbon, parce que son enfant a besoin d'un peu de frustration de temps en temps? Au fait, parce qu'il y a beaucoup de concepts, encore une fois, qui sont entremêlés. Là, le sujet de la frustration, ce serait en deuxième ou en troisième position. Donc, elle, ce qu'elle voit là tout de suite, c'est juste dire oui à mon enfant, parce que si on monte dans la voiture et je dis non, il va piquer une crise. Et c'est pas grave? Pour certaines, c'est très grave. Pour certains, c'est très grave. C'est le fait de devoir gérer cette crise de l'enfant qui leur fait peur. Donc, beaucoup de fois, je me retrouve avec des mamans qui me disent « Oui, mais moi, je préfère lui donner le bonbon maintenant et avoir la paix. » Mais cette paix, elle n'est pas durable parce que cette paix, je vais l'avoir là tout de suite, devant l'épicerie ou devant le vendeur. Mais je ne la construis pas, en fait. Je vais arriver à la maison, il va me dire « je veux la tablette » et ça va être encore une crise si je dis non. Le soir, je vais dire le dodo, il va faire encore une crise si je dis non. Donc, c'est tout un processus. Et puis, nos enfants, on ne les a pas pour 4 ans ou 5 ans. Nos enfants, on les a pour toute la vie. Donc, des processus qu'on installe les premières années de leur vie, c'est les mêmes processus, c'est les mêmes schémas qui vont nous suivre tout au long de notre vie. Donc, quand il aura 20 ans, quand il aura 30 ans, on continuera à trouver cette petite voix d'enfant qui va sortir et se révolter et nous piquer des crises, ou piquer des crises même par rapport à lui, qui va le déranger, parce qu'il n'a pas appris à gérer ça, à gérer le non. Alors, on a des questions de téléspectateurs qu'on va vous poser, Mariam Zaim, mais juste après une courte pause de publicité. À tout de suite. Et nous
sommes toujours avec vous sur Médien TV. On continue notre deuxième partie d'émission. On se dit tout reprend avec une très belle équipe autour de la table. Marim Zaïm, Iman Jbilou et Leïla Ben Ammar. Différentes spécialistes, différents profils pour vous accompagner à travers différentes thématiques. On n'oublie pas aussi qu'on va tester pour vous dans un petit moment l'acupuncture et plus précisément les petites aiguilles. Est-ce qu'elles font mal ou pas? Atman de la rédaction nous donnera sa réponse et son aperçu et son impression dans quelques instants. Marim, on revient à vous pour les questions des téléspectateurs. Dire non à ses enfants, c'est constructif. Eh bien, on en a parlé et là, on a des réactions sur les réseaux sociaux. Fatima, 28 ans, a dit « Quand je dis non à mon fils, je culpabilise et j'ai peur de perdre son amour, entre autres. » C'est ce qu'on disait, il ne faut pas avoir peur. C'est ça. En fait, la peur est au centre de beaucoup de mal-être chez l'humain. On ne perd pas l'amour de son enfant parce qu'on lui dit non. Au contraire, on construit une relation stable, équilibrée et durable. Alors que quand on est juste dans cette crainte de perdre l'amour, on est tout le temps, on devient esclave de son enfant, Absolument. on devient esclave de cet amour que cet enfant va nous donner. Et peut-être qu'au fond d'elle, elle se dit, je ne mérite pas trop son amour. Qu'est-ce qui cloche à l'intérieur? Il faut se poser la question. Parce que l'amour d'un enfant à une maman est inconditionnel. L'amour d'une maman à un enfant est aussi inconditionnel. Donc, des fois, vous parliez tout à l'heure d'autosabotage. Iman, oui. Voilà, ces petites voix, elles nous disent des fois qu'on ne mérite pas certaines choses, qu'elles ne sont pas faites pour nous. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se pose ces questions-là? Pourquoi? Oui. Se remettre en question, c'est important. Oui. Alors, Mehdi, 24 ans, Kaza nous dit « Pourquoi devrais-je dire non à mon enfant alors qu'un simple oui fera son bonheur ?» Définition du bonheur, là. Du bonheur bonheur absolu, toujours, c'est pas possible. Voilà, exactement. Et puis, est-ce que c'est un petit bonheur ou ça va être 100 petits bonheurs par jour ou comment on va définir ce bonheur? Et puis, est-ce que le bonheur de cet enfant dépend absolument du fait qu'il lui dise oui? Il peut être heureux dans un non s'il est bien dit, s'il est expliqué. Bienveillant. Bienveillant. C'est pas un non méchant. On n'est pas en train de dire aux parents, soyez méchants avec vos enfants, dites non à tout, martyrisez-les, tyrannisez-les. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est lui dire que voilà, certaines choses ne sont pas permises, certaines choses sont permises de temps en temps, C'est ça. et certaines choses peuvent arriver un jour. Mais juste donner des notions à nos enfants et parler à nos enfants. Exact. Et puis le bonheur ne dépend pas des choses matérielles. Le bonheur dépend du temps qu'on passe avec nos enfants, de l'affection et de l'attention qu'on leur donne. Mais d'autres vous diront, je n'ai pas assez de temps à consacrer à mes enfants, alors j'achète. Moi, Tout ce j'achète qu'ils même 5 minutes, même 10 minutes par jour. Tout ce qu'ils peuvent me Voilà, donner passer pour du temps avec ses l'enfant enfants, est c'est pas bon. forcément passer une journée Non, des mais heures. avoir un temps de qualité. Voilà, un gros beau câlin de 2 minutes, Oui. d'une minute, de 30 Et secondes. bien rempli d'amour et d'affection. Absolument. Merci Ouais. beaucoup, Marim Zaïm. Merci. Convaincue, mesdames? Oui, on n'a pas eu trop le temps de vous faire réagir parce qu'on court contre le temps un peu. Mais c'est vrai qu'en tant que maman, on se retrouve un petit peu dans ce que dit Maryam et c'est important. Bon, Iman, vous êtes une spécialiste, donc vous ne faites pas avoir pour dire oui ou non. Vous êtes rodée. On reste des mamans. On reste quand des même. mamans, exactement. On est Leïla. souvent prise au piège. Leïla? Ça va, je pense que je gère. Je ne dis pas systématiquement Non. oui. Non. Pas systématiquement. Non. Super. Bravo les mamans. Allez, on continue notre émission. On en a parlé en tout début. L'acupuncture, Leïla, vous avez testé. Iman et Maryam, non. Est-ce que vous avez une petite appréhension vis-à-vis des aiguilles? Moi, Oui. Moi, j'ai de la curiosité. Curiosité. Mais j'ai jamais été. Alors, Pas encore. Atman a testé pour nous l'acupuncture. Est-ce que ces petites aiguilles font mal ou pas? On regarde. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Nous avons décidé de tester pour vous aujourd'hui l'acupuncture. Bien entendu, lorsqu'on entend le mot acupuncture, on voit tout de suite une multitude d'aiguilles qui viennent vous piquer partout sur le corps. Alors, je ne vous cache pas que je ne suis pas du tout à l'aise, mais sans plus attendre, allons rencontrer le docteur Kenza Hall qui va nous en parler un petit peu plus. Bonjour docteur Kenza. Bonjour Othman. Alors merci infiniment de nous avoir reçus dans votre centre. C'est un plaisir et on peut se tutoyer d'ailleurs. Oui, on va se tutoyer, c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors docteur Kenza, explique-nous tout. Qu'est-ce que l'acupuncture? Ça consiste en une technique qui paraît de prime abord assez simple,
qui consiste à l'insertion d'aiguilles superficiellement dans des points très précis du corps, dans ce qu'on appelle les méridiens, mais qui s'apparentent anatomiquement aux nerfs et puis aux muscles. Alors, à quoi sert l'acupuncture et quels sont les bienfaits? L'acupuncture va servir de manière préventive dans un premier temps. Donc on va l'utiliser dans les changements de saison, pour augmenter l'immunité, éviter d'avoir des allergies saisonnières, éviter les rhumes ou du moins les amenuiser autant que possible. Mais de manière curative, elle a effectivement plusieurs bienfaits et plusieurs vertus. La plupart des gens, effectivement, attendent d'avoir mal avant de venir voir l'acupuncteur. Et nous, on doit faire le petit coup de baguette magique, ou d'aiguille magique, je dirais. D'aiguille magique. Voilà, c'est ça. Alors j'ai une dernière question. Est-ce que je vais avoir mal? Alors moi, ce que je te propose, c'est de nous dire directement ton ressenti. Et puis de ce pas-là, allons nous diriger vers la salle de soins. Allez, c'est parti. Alors Othman, je vais te poser quelques questions pour que j'ai plus de précision et que je sache exactement quel point on va piquer aujourd'hui. Déjà, la première des choses que j'aimerais savoir, c'est la qualité de ton sommeil. Très irrégulière. Plutôt grignotage ou plutôt tendance à faire des bons repas? Pas mal de grignotage aussi. Ok. Si tu veux bien mettre ton poignet ici et bien détendre le bras, voilà, respire. Cette partie, elle est importante. Ça permet vraiment de confirmer ou d'infirmer un diagnostic. Voilà, j'ai assez d'éléments. Donc là, je pense que sans plus tarder, on va passer à notre séance de soins. Ok? C'est parti. Alors, on va commencer par stériliser avec de l'alcool les parties en fait de la peau qu'on va piquer avec des aiguilles jetables, évidemment. Tu vas pas me faire mal? Non, pas du tout. Au contraire, on est là pour faire du bien. Alors, relaxe bien au niveau des muscles et surtout que là, on est un petit peu au niveau du système nerveux. Oh là là, tu me stresses. Mais non, pas du tout. Je t'entends pas respirer, Othman. Voilà. C'est ton baptême de l'aiguille aujourd'hui. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te détendre quelques minutes. Je vais juste placer quand même une lampe infrarouge pour activer un petit peu plus l'énergie au niveau du dos. D'accord? Ça marche. À tout à l'heure. On t'a laissé une trentaine de minutes. Ah ouais, déjà? Eh oui, on n'a plus de notion de temps là. On va te laisser tranquillement te remettre un petit peu de ta séance et on se retrouve pour le feedback, ok? Ok, ça marche. Après chaque séance, tous les patients ont droit à un point avec toi, Madame Latefa, la fondatrice du centre et thérapeute holistique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce point? On appelle ça un feedback. C'est pour réajuster et pour orienter le patient vers les thérapies qu'il lui faut exactement. Maintenant, Othman, c'est à moi de poser la question. C'était quoi tes sensations pendant la séance? Au début, pour être honnête, j'ai ressenti quelques décharges électriques, notamment au niveau du bas du dos et au niveau de l'oreille, où j'ai eu un réflexe. Mais je me sens beaucoup mieux et vraiment, je me sens tonique et j'ai envie de faire plein de choses. Alors, je recommande fortement à tous les téléspectateurs de faire une séance d'acupuncture, puisqu'il s'agit d'une expérience incroyable. Mais également à toi, Yasmine, et à tous les invités sur le plateau. Ce n'est que la première fois, Othman. Ce n'est que la première fois, mais je reviendrai. Chers téléspectateurs, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité. Et Yasmine, je te rends l'antenne. Merci et on compte sur toi pour l'invitation. Comme ça, on embarque tout le monde. Hein. Tu nous demandes de tous tester une séance. Alors, ça rejoint un petit peu ce que vous nous disiez, Leïla, en début d'émission. C'est les aiguilles sont... On les sent un petit peu au départ, mais après on les oublie et il faut se relaxer. Il faut se relaxer, exactement. Ouais. Et puis on gagne beaucoup après une séance d'acupuncture. On se sent vraiment bien. C'est ça. Oui. Convaincu, mesdames? Imen? Presque. Réticente toujours par rapport aux aiguilles, c'est ça. Il en avait sur le crâne aussi. Oui, sur les oreilles. Sur les oreilles. Oui, il en avait sur le crâne et sur les oreilles. Mariam? Super. Convaincue ou pas? Ouais, on y va quand tu veux. Othman va nous donner ça y est. des tuyaux. Allez. On va parler de chute de cheveux maintenant. Chute de cheveux saisonnière, ça c'est très important. Beaucoup de personnes se plaignent pendant cette période de l'année de trop perdre leurs cheveux. Rendez-vous santé avec vous tout de suite, Leïla Ben Amal. Vous êtes dermatologue, merci beaucoup Leïla d'être avec nous. Alors justement, chute de cheveux, on en parle avec vous dans quelques instants. Je pense que l'acupuncture aussi peut faire du bien, je ne sais pas.
Aucune idée. Aucune idée? Très bien. Alors, ce qu'on vous propose d'abord, c'est de regarder une petite animation. Comme les feuilles d'arbre, nos cheveux ont tendance à tomber à chaque changement de saison. C'est ce qu'on appelle la chute de cheveux saisonnière. Cela peut parfois nous inquiéter ou nous mettre en colère. Alors, pas de panique, il s'agit d'une réaction tout à fait normale qui dure quelques semaines, au printemps et à l'automne. Cette chute de cheveux peut être provoquée par des agressions externes, comme le vent, le froid ou la chaleur du sèche-cheveux, mais aussi par des facteurs internes comme la fatigue, le stress, une carence alimentaire ou un changement hormonal brutal. Pour lutter, nous pouvons booster la microcirculation de notre cuir chevelu grâce à des soins cosmétiques anti-chute qui renforcent la fibre capillaire. Un peu comme une plante qui aurait besoin d'un petit coup de pouce en travaillant sa terre. Il faut également apporter des vitamines nécessaires pour créer de la kératine et de l'arginine, les protéines indispensables à la bonne santé de nos cheveux. Au moment de passer à table, il faudra donc privilégier œufs, poulet, poisson, amandes, chocolat noir, huile d'olive ou même de la spiruline. Enfin, quand vous sortez, pensez à bien couvrir vos cheveux, bonnet, foulard ou encore capuche lorsqu'il fait très froid. Attention, si la chute de cheveux dure plus de 2 mois, il est préférable de consulter un spécialiste pour ne plus être de mauvais poils. Alors, moi, à partir de là, j'ai 2 questions pour vous. Se couvrir la tête en sortant quand il fait froid, est-ce que c'est une bonne recommandation? C'est important? Par rapport à la chute de cheveux, je ne pense pas qu'il y ait une relation de cause à effet, mais c'est toujours bien de se tenir chaud parce que les déperditions énergétiques se font à 70% au niveau des extrémités, les mains, les pieds et le cuir chevelu. Donc il faut effectivement, pour être bien au chaud, porter des bonnets lorsqu'il fait froid. Okay. Et gants, chaussettes aussi. Gants, chaussettes, bonnets, absolument. Première question. Deuxième question, 2 mois. Au bout de 2 mois, est-ce qu'il faut venir voir la dermato que vous êtes? Alors, normalement, si on parle de la chute saisonnière, parce que là, il y a eu un petit mélange entre une chute saisonnière et une chute d'une autre origine. Une chute saisonnière, c'est la chute que nous remarquons tous, que nous constatons tous quand il commence à faire un petit peu froid ou quand il commence à faire chaud, c'est-à-dire le printemps et l'automne, parce qu'effectivement, lorsqu'il y a des changements climatiques et des stimulations hormonales qui accélèrent les repousses des cheveux, par exemple, en été, on sent que nos cheveux, ils poussent un peu plus vite, mais qu'on va finir par perdre parce que le cheveu, il passe par une phase de croissance, une phase de repos et une phase de chute. Mais heureusement pour l'être humain, ce n'est pas tous les cheveux qui passent par les mêmes phases en même temps, ce qui nous permet de perdre nos cheveux sans calvitie, c'est-à-dire sans être chauve. Donc il y a une partie des cheveux qui va être en phase de chute et cette chute, elle va s'accélérer avec les changements de saison, particulièrement en automne et particulièrement au printemps. Maintenant, il faut savoir, pour que les gens restent un petit peu calmes et ne stressent pas à tout bout de champ, qu'on peut perdre entre 50 jusqu'à 100 cheveux par jour. C'est une chute qui est tout à fait normale. Lorsqu'on perd plus pendant cette période, on est probablement dans une chute saisonnière, mais en effet, lorsqu'elle dépasse les 2 mois, à ce moment-là, on est rentré dans les effluviums chroniques. Il faut rechercher une cause et consulter son médecin. Ok. Alors, donc la chute saisonnière est normale. C'est un processus physiologique naturel. On n'y peut rien pour boucler la boucle de la chute saisonnière. Est-ce qu'on y peut quelque chose ou finalement, même si on booste, ça va se perdre parce que... Alors, ce qui se passe, c'est-à-dire que quand nous, en tant que médecin, on traite pour 2 raisons. D'abord, pour psychologiquement soutenir la patiente particulièrement, parce qu'une femme qui voit ses cheveux chuter, elle le vit généralement très très mal, surtout lorsque la chute elle est importante. Et deuxièmement, on essaie de remplacer les cheveux qui sont en phase de chute par des cheveux qui vont être de meilleure qualité. Okay. Donc, l'idéal, c'est de ne pas attendre la chute de cheveux et de consulter à l'avance pour donner au moins des compléments alimentaires qui vont stimuler le cuir chevelu et donner une meilleure qualité de cheveux de remplacement. Mais même lorsqu'on reçoit des patientes au stade de chute de cheveux, on les aide avec des lotions anti-chute, on les aide aussi avec des compléments alimentaires, avec une hygiène de vie aussi. Parce que ce qui se passe, c'est que généralement, lorsque les femmes perdent leurs cheveux particulièrement, elles arrêtent de les coiffer. Donc il y a 2 conséquences. D'abord, au lieu de perdre 50 à 100 cheveux par jour lorsqu'elle va laver ou coiffer ses cheveux une fois par semaine, elle aura les 50 multipliés par 7 et là, elle aura l'impression qu'elle a perdu énormément de cheveux, ça va l'inquiéter encore plus. Et deuxièmement, lorsqu'elles arrêtent de coiffer leurs cheveux, elles ne stimulent plus la microcirculation au niveau du cuir chevelu et ça, c'est pas bon. C'est toujours bon de coiffer ne serait-ce qu'une fois par jour ses cheveux. Et la fréquence des lavages, elle est importante ? Il ne faut pas trop se laver les cheveux parce que trop laver et trop dégraisser, on enlève un petit peu le sébum qui est protecteur et qui nourrit le cheveu. Donc se laver 2 fois par... fins et qui régressent facilement, après ça fait pas propre.
Alors quand on a les cheveux très gras, le fait de trop les laver justement, ça surgraisse encore plus parce qu'on envoie un signal au cuir chevelu. On dégraisse, on enlève le sébum et on va stimuler le cuir chevelu qui va sécréter encore plus de sébum. Il faut choisir des shampoings adaptés, mais essayer de ne pas les laver plus de 2 fois par semaine. Sinon, utiliser des shampoings ultra doux plutôt que des shampoings agressifs. Compliqué pour les cheveux fins. Alors maintenant, quand la chute de cheveux dure dans le temps, vous dites qu'il faut essayer de chercher des causes. Est-ce qu'il peut par exemple y avoir, on va prendre l'exemple d'une femme qui a accouché, donc pendant la grossesse, très beaux cheveux, magnifique, ok, et ensuite chute de cheveux hormonale, normale, à laquelle va venir se gréver une chute de cheveux saisonnière. Et donc cette femme, lorsqu'elle se coiffe les cheveux, qu'est-ce qu'elle se retrouve? Elle se retrouve avec une masse anxiogène finalement pour elle. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on attend que la chute de cheveux saisonnière, que la saison passe et ensuite on traite ce qui est en profondeur? Mais ça aussi c'est normal, une chute de cheveux hormonale. Donc comment vous faites par rapport à ça? Alors, c'est-à-dire que si on reçoit une patiente et qu'on lui dit on va rien faire, ça va être très mal pris déjà. Non, il faut déjà rassurer la patiente et lui expliquer que c'est tout à fait normal parce que lorsqu'on est enceinte, les cheveux, il n'y a plus de phase de chute. Il y a juste la phase de croissance et de repos et la femme est super contente, elle a de beaux cheveux, elle a plus de masse capillaire. Il n'y a pas de chute. Mais c'est une dette, hein. C'est une dette qu'elle va rembourser. C'est-à-dire qu'après l'accouchement ou après l'arrêt de l'allaitement, elle va rembourser sa dette, elle va perdre ses cheveux, mais elle le vit très mal parce que déjà psychologiquement, elle n'est pas bien, elle a accouché, elle est fatiguée et puis il y a une chute de cheveux. Mais moi, particulièrement avec les femmes enceintes, je ne m'arrête jamais au diagnostic de facilité et de dire c'est uniquement un effluvium télogène, c'est-à-dire après un accouchement. Il faut toujours fuiner. Une femme qui a accouché, c'est une femme qui a perdu du sang. Donc elle peut être en déficit en fer, elle peut être en déficit en vitamine D, elle peut être en déficit en zinc. Donc il y a un bilan minimal que je demande systématiquement lorsque j'ai en face de moi un cas particulier, une femme qui a accouché, qui a subi une césarienne, d'autant plus que voilà, il y a une hémorragie. C'est une intervention. Exactement. Absolument. Alors il y a aujourd'hui la tendance du PRP. Oui. C'est ça, les injections riches en plaquettes. De plasma riche en plaquettes. Plasma riche en plaquettes, absolument. Donc, face à une chute de cheveux, on entend beaucoup de personnes demander automatiquement un PRP, une cure de PRP pour stimuler la repose des cheveux. Est-ce que ce qui est à la mode est forcément indiqué et bon pour toute chute de cheveux? Je ne suis pas d'accord. J'estime que nous sommes des médecins avant tout. Et un bon médecin doit d'abord poser le diagnostic étiologique de la chute de cheveux. J'ai une chute saisonnière qui dure 6 semaines, 2 mois. Je ne me stresse pas. Je vais donner des petits compléments alimentaires, des solutions anti-chute et je peux revoir la patiente par la suite. J'ai en face de moi une patiente qui perd ses cheveux depuis quelques mois, voire quelques années, qui a éventuellement un dégarnissement du cuir chevelu. Donc j'ai probablement en face de moi une chute androgénogénétique plus une chute chronique. Alors ma petite souris, là, elle doit me dire pourquoi, ma petite voix, moi je l'appelle la petite souris, pourquoi je fais cette chute de cheveux? C'est une solution, on n'a pas la panacée, ça n'existe pas, un traitement miracle pour tout. Il faut d'abord traiter la cause et renforcer éventuellement avec des cures de PRP qui stimulent le bulbe pilaire. Mais si j'ai une patiente qui a un problème thyroïdien, je peux faire toutes les séances de PRP possibles et imaginables, je n'aurai pas de résultat. Si j'ai un déficit en fer ou en vitamine D ou en zinc, il m'est arrivé de poser des diagnostics de maladies sévères, de maladies de système qui ont été révélées uniquement par des chutes de cheveux. Et quand on pousse les investigations, on va trouver des étiologies, des causes à ce problème. Et deuxièmement, sur les chutes androgénogénétiques, la science n'a pas prouvé d'efficacité de PRP. Les études sont très, très mitigées et chacun donne des résultats en faveur ou contre. Donc je pense qu'on a besoin de plus de temps et de plus d'études scientifiques pour dire que c'est un traitement miracle pour tout. Mais pour moi, un traitement miracle pour tout, ça n'existe pas. Il faut l'adapter au cas par cas. Ok. Iman, intéressée par le sujet, très intéressée par le sujet. Une question comme tu disais tout à l'heure par rapport au lavage fréquent, ben on est obligé, quand on a le cheveu fin et qui régresse vite, on est obligé de se laver tous les matins, prendre sa douche. Et là, on voit réellement que, bon, avec la saison en plus qui accentue des choses, on voit qu'on perd nos cheveux. Mais on se dit qu'on n'a pas de solution. Je veux dire, 2 fois par semaine, je ne me pointerai plus dehors, carrément. Alors, il faut utiliser dans ce cas-là des shampoings ultra doux. Mais se dire pourquoi on perd mon cheveu, quel type de chute de cheveux j'ai exactement. Il n'y a pas une chute de cheveux, il y a des dizaines de causes à la chute de cheveux et on peut gérer. Pourquoi se dire qu'il n'y a pas de solution? Il y a toujours une solution, surtout lorsqu'on s'y prend
tôt. Pour les chutes génétiques, généralement, qui dégarnissent le cuir chevelu, plus le patient ou la patiente attendent, plus on aura du mal à gérer par la suite parce qu'on peut avoir une fibrose des follicules et ne plus rien avoir rattrapé. Oh là là. Donc, il faut absolument consulter, poser déjà un diagnostic et poser toutes les questions au médecin qui va adapter le traitement au cas par cas. Est-ce qu'en général, les patients arrivent chez vous en demandant directement la solution miracle? Parce que lorsque vous demandez un bilan, il faut investiguer, c'est des analyses, une prise de sang, etc. Est-ce qu'ils s'attendent à ça en venant chez vous? Ils se disent, elle va nous donner une lotion, on va en sortir avec une touffe sur la tête. Oui, je pense qu'il faut prendre le temps de toujours expliquer aux patients. Je leur fais des schémas, j'explique les différents types de chutes de cheveux. Je leur dis que de toutes les manières, si vous ne me faites pas de bilan lorsque la chute est chronique, je ne vous traite pas. Voilà. Vous n'aurez pas d'ordonnance parce que lorsqu'on a tendance à donner un traitement, les patients ont tendance à ne pas faire de bilan derrière. Lorsqu'on les oblige à faire un bilan et lorsque les femmes, généralement les femmes sont très traumatisées par les chutes de cheveux chroniques, elles sont prêtes à tout pour ça. Lorsqu'elles sentent qu'il y aura un résultat derrière, qu'elles sont convaincues, généralement elles sont gentilles, elles font le bilan et on arrive à gérer. Madame, une question? Non, ça va. Ça va? Convaincu? Oui. Absolument. Alors, on va passer aux questions des téléspectateurs. 2 femmes d'ailleurs, 2 téléspectatrices. Khadija, 35 ans, Khadibga, qui nous dit « À chaque fois que je me douche, je perds mes cheveux, dois-je m'inquiéter ?» Ça, c'est la problématique pas forcément, générale. Ça dépend un petit peu de la masse qu'elle va récupérer. Je vous ai dit, on peut perdre entre 50 à 100 cheveux par jour. Et si on coiffe ses cheveux qu'au moment de la douche, comme font certaines femmes, automatiquement, elle va avoir une grosse masse capillaire qu'elle va retrouver. Moi, je déconseille aux patientes de se coiffer pendant la douche parce que les pores sont dilatés. Il faut attendre d'avoir fini sa douche, que le cuir chevelu soit un peu plus reposé, que les pores soient refermés. Et l'idéal, c'est de se laver avec l'eau froide à la fin de la douche pour donner de en été, oui, c'est possible pour resserrer les pores et ne pas se coiffer pendant la douche. Mais si elle voit que ses cheveux tombent, c'est-à-dire qu'elle va voir qu'elle a des cheveux sur ses vêtements par terre le matin, quand elle se réveille, elle retrouve ses cheveux sur l'oreiller, là, on est peut-être un petit peu dans un problème de chute chronique, il faut consulter. Ok. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Merci pour tous ces conseils. Merci d'avoir été là pour échanger avec les téléspectateurs. Au plaisir de vous retrouver prochainement, j'espère. Pour d'autres sujets, je remercie toute l'équipe qui était avec nous, Atman pour d'avoir prêté son corps à la science, pour tester les aiguilles de l'acupuncture. Et on se retrouve très très vite sur Média TV, sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Au revoir.